C'est un sujet qui a toujours et fait toujours débat aujourd'hui. Les jeux vidéo peuvent-ils transformer une personne ordinaire en un criminel? Pour certains, c'est un exutoire inoffensif pour passer le temps et se prélasser après une dure journée avec ses potes sur Discord. Mais pour d'autres, c'est un déclencheur de crimes impardonnables. J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça à demeurer. J'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Quand on passe des heures dans un jeu vidéo où on descend tout le monde, dont Fortnite, cool, c'est pas ça la vie. Parce que ça déréalise, si je puis dire, le rapport à la violence et ça vous conditionne. À toutes les personnes qui parlent de violence dans le jeu vidéo, mais venez avec moi, prenez une manette, prenez un clavier, découvrez quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est pas possible d'avoir des propos comme ça sur un sujet qu'on connaît pas. Aujourd'hui, je n'ai pas pour vocation de relancer le débat, je vais simplement vous présenter l'histoire tragique de 5 personnes qui ont complètement vrillé et commis l'irréparable, sans possibilité de reset. Tyler est un adepte du swatting. Le concept est aussi stupide que dangereux. Il appelle la police, invente un crime ou une situation dangereuse pour d'autres personnes et donne l'adresse de quelqu'un pour que le GIGN ou le SWAT débarque chez lui en défonçant la porte. Nul besoin de vous dire qu'il s'agit là d'une situation extrêmement stressante pour la victime qui est totalement innocente dans l'histoire. À 25 ans, Tyler n'en était pas à son premier coup d'essai. Il était déjà recherché pour une 50aine de fausses alertes dans tout le pays, mais il arrivait toujours à filer entre les doigts de la police. Jusqu'à ce fameux mois de décembre 2017. Tout commence par une dispute banale sur Call of Duty. Un joueur nommé Viner s'embrouille avec un autre gamer, Shane Gaskill. Les insultes fusent, le ton monte, et Viner finit par le menacer. Il veut en découdre en personne. Son adversaire ne se dégonfle pas, lui envoie une adresse et le provoque. Vas-y, essaye pour voir, je t'attends. Fou de rage et déterminé à se venger de Shane, Viner contacte Tyler. Il sait que Tyler est le meilleur pour lancer des SWAT. Il lui donne l'adresse de son rival et lui demande de faire son truc. Tyler, tel un très bon toutou, s'exécute. Il appelle le 911 et se fait passer pour un déséquilibré retranché chez lui, affirmant qu'il tient sa mère et son frère en otage et qu'il va brûler la maison. This is 911. What's going on? My mom and dad, they were arguing and I shot him in the head and he's not breathing anymore. Do you have any weapons on you? Yeah, I do. What kind of weapons do you have? A handgun. What kind of handgun is it? I don't know, it's my dad's. I'm just pointing the gun at them, making sure they stay in the closet. My mom and my little brother. Okay, is there any way you can put the gun up? No. Are you guys sending someone over here? Because then I'm definitely not going to put it away. I already poured gasoline all over the house. I might just set it on fire. Do you have my address correct? La police, face à cette situation préoccupante, ne perd pas une seule seconde. Les gyrophares s'allument, les unités d'élite foncent vers l'adresse indiquée, mais il y a un mais. Le gamer avec qui Viner se battait a menti. L'adresse qu'il a donnée n'est pas la sienne, mais son ancienne. La personne qui habite là-bas à ce moment, c'est Andrew Finch. Et Andrew est un homme ordinaire, un père de famille qui n'a absolument rien à voir avec cette histoire de jeux vidéo. Il est chez lui, tranquille, avec sa famille, sans savoir qu'une armée d'officiers lourdement armés va très bientôt encercler sa maison. Vers 17h, la police arrive sur place. Pour eux, l'homme qui va sortir est un criminel dangereux prêt à tout. Ils sont préparés à toute éventualité. Andrew, entendant du bruit et en voyant les lumières de la police, ouvre sa porte pour voir un petit peu ce qui se passe. Et il se retrouve face à des dizaines de fusils d'assaut braqués sur lui. Mais rien n'a de sens pour lui. Les policiers lui hurlent de lever les mains. Andrew est confus, il hésite, mais comme il a rien fait, il sait qu'il est innocent, il baisse les bras vers sa ceinture. Et c'est là que l'irréparable se produit. Un policier, Justin Rapp, tire en pensant qu'il allait prendre une arme. Andrew, 28 ans, s'effondre et ne survivra pas à ses blessures. En fouillant la maison, la police réalise l'horrible vérité. Il n'y a pas d'otage, pas d'essence, rien du tout. Juste une maison familiale perturbée par l'horreur qui vient de se produire. Andrew Finch est devenu la première victime officielle d'un prank de swatting. L'affaire fait rapidement la une de tous les journaux. Officers came here preparing for a hostage situation. Several of them got into position. A male came to the front door. As he came to the front door, one of our officers discharged his weapon. That male, 28 years old, was transported to a local hospital
where he was pronounced dead. Tyler voit la nouvelle à la télé, mais au lieu de se faire discret ou de ressentir des remords, son ego prend le dessus. Il tweet de manière très fière « La maison du gamin que j'ai squatté est aux infos ». Et ce tweet est l'ultime erreur qu'il ait pu faire. La police, grâce à ce tweet, arrive à le retracer très rapidement et l'arrête dès le lendemain. Il a plaidé coupable de 51 accusations fédérales liées à de faux appels à la bombe et de swatting. Le juge n'a eu aucune pitié et a prononcé une des plus lourdes peines pour ce genre de cybercrime, à savoir 20 ans de prison. Mais si vous vous souvenez bien, il n'y a pas que Tyler qui est responsable de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour les deux autres personnes qui se disputaient sur Call of Duty et qui ont divulgué l'adresse? Eh bien, Kaiser Weiner, le type qui a contacté Tyler pour effectuer le SWAT, a été condamné à 15 mois de prison, puis une surveillance de 2 ans avec l'interdiction de jouer aux jeux vidéo durant cette période. Quant à Shane Gaskill, le joueur qui a donné son ancienne adresse, s'en est plutôt bien tiré au début avec un accord de poursuite différé. En gros, s'il reste tranquille pendant 2 ans, les charges contre lui sont abandonnées et il n'a pas de casier judiciaire. Seulement, il n'a pas été très malin car durant cette période, il a été testé positif pour des substances illicites et il n'a pas respecté plusieurs rendez-vous judiciaires. La justice a donc complètement perdu patience et l'accord de faveur a été annulé en 2022. Il a donc été condamné à 18 mois de prison ferme, suivi de 3 ans de sursis probatoire. Quant à la famille de la victime, elle a porté plainte contre la ville de Wichita et le verdict est tombé 5 ans plus tard. La ville est condamnée à verser 5 millions de dollars de dédommagement à la famille de la victime. Cops can't just go around shooting people without any consequences. Family was very important to him. He's got 2 kids that survive him, and they're missing out on a wonderful man. Dans la prochaine histoire, nous allons aborder le cas de quelqu'un qui a décidé de cacher la vérité d'une manière sadique et mortelle. Ce gamer a détruit sa vie pour une raison qui semble absurde et pourtant elle l'a poussé au pire. Voici l'histoire de Mehnaz Zaman. Mehnaz a grandi au Canada dans une famille d'immigrants bangladais. Chez lui, les bonnes notes n'étaient pas simplement qu'une bonne chose, c'était une exigence absolue. Ses parents avaient un rêve, que leur fils devienne diplômé d'une grande université. Dans leur culture, la réussite académique est une question d'honneur. Échouer, ce n'est pas juste rater un examen, c'est courir toute la lignée de honte. Le problème, c'est que Mehnaz a énormément de mal à l'école. Il galère à obtenir des bonnes notes, ce qui rend furieuse sa famille. Mais en 2015, tout va changer pour le mieux, car Mehnaz annonce enfin la nouvelle que ses parents attendaient. Il est admis à l'université de York, l'une des plus prestigieuses du pays. Pour eux, Mehnaz est devenu l'enfant en or, le fils parfait, obéissant et studieux, qui allait apporter honneur à la famille. Sauf que tout ceci, eh bien, c'est un mensonge chronométré qui va durer 4 ans. En réalité, ses notes étaient beaucoup trop basses. Il n'a jamais été admis à York, mais pour ne pas briser l'image du fils idéal, il s'inscrit en secret dans un petit collège local. Mais même là, il peine à avoir des bonnes notes. Découragé, il finit par lâcher l'affaire et tout abandonner. Pendant des années, chaque matin, Mehnaz fait semblant. Ses parents le regardent partir avec son sac à dos tous les matins, pensant qu'il va en cours. Mais en réalité, il passe ses journées à errer dans des centres commerciaux, à la salle de sport, ou enfermé dans le monde virtuel d'un jeu appelé Perfect World. C'est là, sur le serveur Discord du jeu, qu'il passe le plus clair de son temps. Mais un mensonge a toujours une date d'expiration. Et pour Mehnaz, cette date, c'était le 28 juillet 2019, le jour supposé de sa remise de diplôme. Les jours, les années passent et la date fatidique approche. Une personne normale aurait probablement fini par avouer, quitte à se faire réprimander un bon coup, mais Mehnaz préfère commettre l'irréparable plutôt que de décevoir ses parents. À quoi bon dévoiler la vérité quand on peut juste empêcher sa famille de l'entendre? La veille de la supposée cérémonie, il lâche une bombe sur le Discord de Perfect World. Je vais en finir avec mes parents et aller en prison, les gars. Sur le serveur, personne ne le prend au sérieux. Et pour cause, Mehnaz est déjà connu pour son humour noir et ses provocations. Mais plus tard, il poste des photos des corps de sa maman et de sa grand-mère sans vie. Et là, c'est le choc sur le Discord. Certains pensent à un troll, cherchent les images sur Google pour voir si elles viennent d'un site gore, mais elles sont uniques, elles sont réelles. Les personnes dans le Discord commencent à s'affoler. Les autres joueurs essayent désespérément de l'identifier, mais ils n'ont qu'un pseudo. Pas de nom, pas d'adresse. Et pendant ce temps, Mehnaz continue de partager ses confessions. C'était mon plan depuis 3 ans. J'ai dit à mes parents que ma remise de diplôme était le 28 juillet, je ne pouvais plus attendre. Malheureusement, avant qu'il puisse être retrouvé par la police, le père et la sœur de Mehnaz rentrent à la maison. Au lieu d'en rester là et d'éviter d'aggraver la situation, Mehnaz exécute l'entièreté de son plan et leur enlève la vie à tous les deux.
Je viens juste d'assassiner toute ma famille et je passerai le reste de ma vie en prison si j'arrive à survivre. J'espère avoir pu vous faire rire à un moment donné, j'espère que vous vous souviendrez des bons moments. Vous allez tous me manquer. » Certains lui demandent pourquoi leur vie et pas la sienne. Il répond « Je ne suis qu'un lâche pathétique et un sous-humain. Comme je suis athée, je ne crois pas à la vie après la mort, donc j'ai eu peur de mourir. Et je voulais qu'eux meurent, comme ça ils n'auraient pas à souffrir de savoir à quel point j'étais un humain pathétique. C'est très égoïste, je suis juste pathétique. » Ensuite, il commet 2 erreurs qui permettront de retrouver sa trace. Première erreur, il se connecte au jeu Perfect World, ce qui permet aux admins de tracer son adresse IP jusqu'à Toronto. Mais Toronto, c'est immense, c'est difficile de le localiser précisément. Deuxième et dernière erreur, dans un élan de gratitude envers sa communauté virtuelle, qu'il dit avoir toujours été là pour lui, il propose d'envoyer de l'argent aux membres du groupe via PayPal. Et il le fait. Et c'est là que son vrai nom apparaît. L'alerte est donc donnée immédiatement et les forces de l'ordre ne tardent pas à encercler sa maison. Juste avant l'assaut, Menas tape un dernier message sur Discord. La police est là. Adieu. Lors de son procès, Menas Zaman a plaidé coupable. Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant l'âge de 64 ans. La prochaine histoire concernera également un drame familial. Avant d'aborder ce cas, je fais une petite parenthèse très rapide pour avoir vos retours sur ce nouveau format sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas et quelle histoire vous aura le plus marqué dans cette vidéo. Ça me permettra d'améliorer la chaîne et ça enverra aussi un signal positif à YouTube qui montrera la vidéo à plus de personnes. Merci. Cette histoire pose une question qui a longtemps fait débat. Les jeux vidéo peuvent-ils réellement altérer le comportement d'un adolescent? Pour les parents de Daniel Petrick et surtout son père, la réponse est un oui catégorique. Ils avaient une règle stricte à la maison, aucun jeu classé mature. Pourtant, au début, Daniel s'en fichait mais complètement des jeux vidéo. Et pour cause, à 15 ans, il ne jurait que par le sport. C'était un excellent joueur de football américain, il aurait même pu devenir champion. Malheureusement, à 16 ans, tout bascule. Il se blesse au ski et contracte une infection à staphylocoque au niveau de la moelle épinière, ce qui l'oblige à rester confiné à la maison pendant 1 an. S'il déroge à la règle et fait du sport à nouveau, il risque la paralysie à vie. Privé de sport, Daniel déprime et s'enferme dans sa chambre. Il découvre et commence à devenir addict aux jeux vidéo. Il commence à jouer en secret à des jeux considérés comme matures, Call of Duty, Gears of War, et puis il découvre Halo. C'est le coup de foudre pour cet univers, mais c'est aussi le début de l'obsession. Daniel peut passer jusqu'à 16 heures d'affilée sur sa console. Et le jour de la sortie de Halo 3, le nouvel opus, il sort de chez lui en cachette pour l'acheter. Mais en rentrant, sa mère découvre ce qu'il a fait. Elle lui dit « Tu as beau avoir dépensé 70 $, tu ne joueras pas à ce jeu, on te le confisque. » Son père prend la boîte de jeu et l'enferme dans le coffre-fort de la maison. Pour les parents, c'est une simple éducation. Mais pour Daniel, c'est une déclaration de guerre. Le 13 octobre, une dispute éclate. Son père finit par lui hurler « Arrête tes jeux ou quitte cette maison ». Du coup, Daniel, il part tout le week-end chez un ami. Là-bas, ils jouent ensemble à Halo jusqu'à 18 heures par jour, s'arrêtant à peine pour manger, aller aux toilettes ou dormir. Lorsqu'il rentre chez lui, sa colère est devenue une obsession malsaine. Il passe une semaine entière à chercher la clé du coffre-fort de son père. Et il finit par la trouver. En ouvrant le coffre, Daniel récupère son jeu, mais il voit autre chose à côté. Une arme à feu. Et une idée sombre commence à germer dans sa tête. Le soir même, vers 19 h, Daniel s'approche de ses parents alors qu'ils sont tranquillement installés sur le canapé. Il se met derrière eux et d'un ton calme, il leur demande « Est-ce que vous pouvez fermer les yeux? J'ai une surprise pour vous. » Ses parents, lui faisant aveuglément confiance, ferment les yeux. C'est à ce moment-là que Daniel commet l'irréparable en tirant plusieurs coups de feu sur sa mère et son père. Juste après, il tente de maquiller la scène de crime en plaçant l'arme dans la main de son père pour faire croire à une dispute entre les parents. Mais son plan tombe à l'eau. En effet, sa sœur et son mari arrivent peu après à la maison pour regarder le match de baseball. En découvrant la scène d'horreur, ils appellent immédiatement le 911. Paniqué, Daniel prend la fuite avec le van familial. Il n'emportera qu'une seule chose avec lui, son exemplaire de Halo 3. La mère de Daniel ne survivra pas à ses blessures. Son père, miraculeusement, s'en est sorti après 5 chirurgies et 1 mois d'hôpital. C'est lui qui racontera toute la vérité aux enquêteurs depuis son lit d'hôpital. Lors du procès, les avocats de Daniel ont plaidé l'addiction extrême, affirmant que le jeu avait altéré son sens de la réalité. Son avocat a mentionné que Daniel n'était pas dans le bon état d'esprit pour comprendre les conséquences de tirer sur ses parents. En d'autres mots, il a tellement joué aux jeux vidéo qu'il ne réalisait pas que la mort dans la vraie vie était permanente.
Daniel Petrick aurait pu être condamné à mort, mais comme il n'est pas majeur, il a été condamné à la prison à perpétuité. La prochaine histoire nous rappellera qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde sur Internet. Se faire des amis en ligne peut s'avérer dangereux, et l'histoire qui suit en est la preuve la plus glaçante. Voici l'affaire Guilherme Alves Costa. Guilherme était un jeune Brésilien de 18 ans, passionné de jeux vidéo et de Call of Duty. Mais derrière ses parties en ligne, il cachait une facette de lui beaucoup plus sombre. À force de naviguer sur le dark web, il finit par tomber dans des forums et Discord radicaux où des internautes partagent des fantasmes d'une violence extrême. Influencé par ce contenu toxique, l'esprit de Guilherme commence doucement à basculer. Peu de temps avant, il perd son frère, mort d'une overdose de substances illicites devant lui. Guilherme, qui suivait des cours de théologie, devient extrêmement déçu par la religion et n'y croit plus une seule seconde suite au trauma qu'il vient de vivre. Peu après, il rencontre Ingrid, 19 ans, qui venait de commencer sa carrière dans l'e-sport sur Call of Duty. Ils commencent à sympathiser et deviennent amis. Très vite, Guilherme se confie à elle sur ses problèmes de santé mentale. Ingrid, de son côté, essaye d'être un soutien, une oreille attentive, une épaule sur laquelle s'appuyer. Mais elle va rapidement réaliser que les pensées de son amie sont bien plus noires qu'elle ne l'imaginait. Les signaux d'alerte s'accumulent petit à petit. Un jour, il lui envoie une photo de lui armé. Une autre fois, il lui demande si elle aiderait à commettre un acte violent dans une église. Et puis un soir, un message étrange, « Tu dois être à moi ». Pour Ingrid, qui est bienveillante, ce sont des appels à l'aide, pas des menaces. Elle est très loin d'imaginer que dans l'ombre, Guilherme fréquente des chats obscurs avec des personnes qui l'encouragent à passer à l'acte. Un jour, Ingrid dit à Guilherme qu'elle pense avoir le Covid-19, mais Guilherme insiste pour l'avoir même si le test était positif. Il a déclaré « Tu dois être mienne, cela fait partie du sacrifice. Tu ne comprends pas, tu es perdu, mais tu finiras bientôt par comprendre la véritable raison de ma demande. » Le 22 février 2021, ils finissent par se voir dans la vraie vie. Ingrid se rend chez lui, rencontre sa mère, prend le petit déjeuner avec, et tout se passe bien durant la matinée. La maman s'en va ensuite pour aller travailler, et Guilherme et Ingrid jouent ensemble. Elle est très loin d'imaginer ce qui va se passer. Elle pense qu'il va mieux, mais en réalité, il sombre et se prépare à passer secrètement à l'acte. Et vers 13h, tout bascule. Sans prévenir, Guilherme s'en prend à Ingrid avec un couteau et une épée. Elle ne survivra malheureusement pas à ses blessures. Et ce qui suit rend le crime encore plus atroce. Guilherme, fier de son acte, poste des vidéos de la scène du crime et les poste sur les réseaux sociaux et dans les groupes Discord. « C'est moi dans la vidéo, vous êtes aveugle ?» dit-il aux personnes avec qui il était en contact dans le serveur Discord. La vidéo a aussi été téléchargée sur un forum de jeux vidéo. Les responsables de celui-ci ont évidemment envoyé aux autorités, ce qui a permis à la police de remonter jusqu'au domicile de Guilherme et de l'arrêter. Quand les enquêteurs lui demandent pourquoi il a fait ça, sa réponse est tout simplement glaçante. Parce que j'en avais envie. Il a admis avoir planifié ce geste 2 semaines et avoir écrit un livre de 52 pages sur le motif du crime où Guilherme dit qu'il était un soldat combattant le christianisme et qu'il a assassiné Ingrid car elle était simplement entrée dans son chemin. Guilherme a ensuite été condamné à 14 ans de prison. Les experts l'ont diagnostiqué avec un trouble délirant persistant et une personnalité antisociale. Aujourd'hui, il suit un traitement psychiatrique derrière les barreaux. En 2023, 2 ans plus tard, Guilherme donnera un témoignage déclarant que 4 autres personnes seraient impliquées dans la planification du meurtre, dont l'un d'eux aurait enregistré une conversation téléphonique entre lui et son père, dans laquelle il affirmait s'être fait du bien en regardant les vidéos du cadavre. L'enquête a été transmise au ministère de l'Homicide. J'ai pas trouvé d'informations sur les autres personnes, mais j'espère qu'elles seront jugées aussi sévèrement. La dernière histoire nous rappellera qu'il ne faut pas forcément croire tous les streamers et que même un live en direct peut nous duper. Le gamer dont on va parler aujourd'hui incarne une forme de malveillance qui m'a mis vachement mal à l'aise. Son nom, Stephen McCullough. Tout commence le 18 décembre 2022 en Irlande du Nord. On est une semaine avant Noël et la police reçoit un appel d'urgence. Chez elle, Nathalie McNally, 32 ans, vient d'être froidement assassinée. Sur place, les enquêteurs ne trouvent aucune trace d'effraction. La conclusion est simple, Nathalie connaissait son agresseur car elle lui a ouvert la porte. Le corps est découvert par son petit ami, Stephen. Ils se sont rencontrés en août 2022 via Bumble et ont commencé une relation amoureuse. Ils n'habitent donc pas ensemble au moment des faits, 4 mois plus tard. C'est lui qui découvre donc le corps chez elle et qui alerte la police. Naturellement, il est emmené au poste, mais les enquêteurs l'écartent presque immédiatement. Pourquoi ? Parce que Stephen a l'alibi parfait.
Stephen, de son pseudo VoteSaxon07, gère une chaîne YouTube de 37 000 abonnés où il teste des jouets et des objets de collection de Doctor Who et d'autres univers. Mais Stephen est aussi un gamer et un streamer. Et le soir du crime, il était en direct. Impossible donc d'être chez Nathalie et de lui ôter la vie tout en jouant en GTA Vice City. Hey, and we're live. Hello, everyone. Yes, so, hello to all on this glorious Sunday evening. So I just thought, why not? I'm gonna do a live stream because this day next week is Christmas. So what more could you want for Christmas other than an evening with your old pal Stephen? La vidéo est là, consultable par tous sur sa chaîne YouTube. Stephen est à l'image pendant toute la durée du stream. Il va jouer à GTA Vice City pendant 6 heures avec un bonnet de Noël sur la tête. En plus, il n'a aucun mobile apparent. Et oui, en novembre, Nathalie annonce qu'elle est enceinte et porte l'enfant de Stephen. C'est peut-être un peu rapide, mais rien ne laissait supposer que le père allait à la fois tuer sa compagne et son enfant. Les semaines après sa disparition, Stephen joue le petit ami endeuillé à la perfection. Il se rend sur sa tombe, envoie des messages à la famille de Nathalie très régulièrement et fait même une vidéo montage en sa mémoire. Pendant ce temps, l'enquête piétine pendant des semaines. La police ne trouve toujours pas le coupable. Elle décide donc de fouiller plus loin. Les policiers finissent par tomber sur le téléphone de Nathalie. Et là, ils découvrent des messages très intéressants. Il s'avère que Nathalie parlait avec d'autres hommes, avec des messages plutôt matures et explicites. Elle aurait même annoncé à un autre homme qu'elle envisageait de quitter Stephen à la nouvelle année, donc peu de temps après sa disparition. Et là pour les détectives, c'est le déclic. Ils tiennent leur mobile, la jalousie. Mais le soupçon ne suffit pas. Il faut briser cet alibi de béton, ce fameux stream en direct. I'll see what you're doing, you bastard. Comment il aurait pu être en direct et en même temps tuer sa petite amie? Eh bien, en visionnant la vidéo de plus près, il remarque des choses bizarres et incohérentes. Stephen n'arrête pas de répéter qu'il est en direct et il insiste vraiment sur ce fait. Plus bizarre encore, il prétend ne pas pouvoir lire le chat suite à un problème technique. Bon, il y a plein de façons de pouvoir lire le chat quand on est en live, que ce soit sur mobile, navigateur ou le logiciel de stream, mais bon, soit. Mais quel est l'intérêt de faire un live si on peut pas interagir avec sa communauté en direct? Des experts en cybersécurité sont donc appelés en renfort et leur verdict est sans appel. Le stream n'était en fait pas un direct. Stephen l'avait enregistré 4 jours auparavant et l'avait diffusé en faisant croire à un live pour se protéger. Ouais. L'alibi parfait s'effondre directement. Confronté aux preuves, Stephen avoue « Ok, c'est vrai, la vidéo était préenregistrée. Mais est-il coupable? Non, pas du tout. Sa nouvelle version des faits, il était seul, chez lui, ivre, et il s'est endormi. Le souci c'est que il a aucun témoin. Lors de son arrestation peu après le meurtre, les policiers se souviennent qu'il a suggéré aux agents qu'un ex de Nathalie l'avait harcelé au cours des précédentes semaines. Et oui, il a essayé de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre pour sauver sa propre peau. Mais la vérité finit toujours par éclater. La vidéosurveillance près de Nathalie montre un homme dont la silhouette correspond parfaitement à celle de Stephen peu après les faits. Le chauffeur de taxi transportant Stephen de son domicile à chez Nathalie l'a également identifié auprès de la police. Les preuves deviennent sans appel et le 31 janvier, Stephen est arrêté. L'affaire fait rapidement le tour du web, et pour cause, c'est sans doute la première fois qu'un créateur utilise un faux live YouTube comme écran de fumée pour couvrir un crime. Fait divers sur cette histoire, les enquêteurs ont remarqué que durant le stream en direct, Stephen a délibérément choisi une quête secondaire nommée Waste the Wife, dans laquelle il doit tuer une femme et déguiser la scène comme un accident. Stephen refuse d'admettre qu'il est coupable. Il plaide officiellement non coupable début janvier 2024. Mais le 23 mars 2026, un peu plus de 3 ans après les faits, Stephen est reconnu coupable à l'unanimité du meurtre de sa compagne. La peine, une condamnation à vie. C'est seulement au 15 mai 2026 que Stephen pourra demander quand il pourra sortir de prison sous conditionnel. Affaire encore à suivre. Alors je sais pas vous, mais moi toutes ces histoires m'ont un petit peu foutu les jetons. Donc pour conclure cette vidéo, j'aimerais vraiment inciter sur le fait que je ne mets pas du tout le jeu vidéo responsable de tous ces crimes. Je suis moi-même une très grande joueuse et je suis intimement convaincue que ce n'est pas le jeu vidéo, aussi violent puisse-t-il être, qui pousse des personnes à commettre des actes ignobles. Tous ces meurtriers ont leurs histoires et leurs motivations qui les ont poussés à commettre l'irréparable. On l'a vu, presque chacune de ces personnes a un passif sombre, que ce soit une frustration chronique, un mensonge qu'on ne peut plus
cachés de peur de décevoir ou de la jalousie, tous ces individus ont franchi une ligne rouge. Ils ont malheureusement oublié que dans la vie, il n'y a pas de bouton recommencer comme dans un jeu. Il n'y a pas de seconde chance quand on détruit une famille en arrachant une vie. Ces histoires nous rappellent aussi que derrière chaque pseudo, chaque écran et chaque forum, il y a des êtres humains, plus ou moins bienveillants. La frontière entre le divertissement et la tragédie est parfois plus mince qu'on ne le pense, donc je ne peux que appeler à la plus grande prudence pour chacun d'entre vous sur internet, que vous ayez 18 ou même 70 ans. Si ce nouveau format de vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir en commentaire, à vous abonner si vous aimez bien les dérives d'internet. C'était Starless, à bientôt.